Bienvenue pour cette deuxième vidéo du premier cours. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler de théorie des ensembles et de vocabulaire de base. Et ce que j'appelle vocabulaire de base, c'est au fond ce vocabulaire symbolique que vous retrouverez dans pratiquement toutes les maths que vous aurez à faire. Et en fait même, les mathématiques modernes sont basées sur ce vocabulaire qui est issu de la théorie des ensembles. Alors il y a des raisons historiques pour ça et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement je dirais que les maths ont une histoire et les maths n'ont pas toujours été pensées comme on les pense aujourd'hui. Et il y a même eu des crises des maths, notamment une très grande crise il y a un peu plus d'un siècle, la crise des fondements qu'on appelle. Et à ce propos, je vous invite à aller regarder la page Wikipédia sur ce sujet que vous pouvez voir ici. Il y a une page qui s'appelle Crise des fondements en fait. Crise des fondements en mathématiques, où au final, comme vous pouvez le voir là, à l'époque et pendant des millénaires, finalement, les mathématiques ont servi comme outil pour représenter la réalité, pour faire d'autres sciences, la physique ou l'économie par exemple. Et certains mathématiciens ont mis en évidence certains paradoxes, et des paradoxes qui ont vraiment mis à mal la connaissance et même l'intuition que les mathématiciens avaient de leur objet d'étude. À tel point que ça a même sérieusement mis en danger la capacité des maths à pouvoir être utilisées comme outil pour résoudre des problèmes, comme je disais dans l'autre vidéo. Alors heureusement, des solutions ont été trouvées, et une de ces solutions, entre guillemets, c'est de baser la théorie mathématique en général sur la théorie des ensembles. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un petit exemple, un petit problème qui j'espère vous amusera, vous inquiétera pas trop, j'espère aussi. Mais pour vous montrer au fond que très rapidement, si on ne fait pas attention, si on n'est pas rigoureux en mathématiques, on peut tomber sur de gros paradoxes, voire des contradictions qui mettent vraiment à mal la conception qu'on a des objets mathématiques les plus simples, comme les nombres entiers simplement. Alors, un ensemble, c'est un objet mathématique qui est constitué d'éléments. Par exemple, ici, vous avez un ensemble que j'ai appelé E en bleu, et il y a un élément X. C'est un élément qui appartient à l'ensemble E. On dit que l'élément X appartient à l'ensemble E. On peut, à partir des éléments d'un ensemble, créer des sous-ensembles. Ici, en rouge, vous avez un sous-ensemble que j'ai appelé F, qui est un sous-ensemble de l'ensemble E, et ce sous-ensemble F est constitué des éléments X et Y. X et Y appartiennent à F. Par contre, F n'appartient pas à E, mais on dit qu'il est inclus dans E. Donc, un point important, c'est qu'en maths, on distingue la notion d'appartenance et la notion d'inclusion. Appartenir, ça se réfère strictement à une relation entre un élément et un ensemble. Et être inclus, c'est quelque chose qui se réfère strictement à une relation entre deux ensembles. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai utilisé la langue visuelle pour parler des ensembles jusqu'à présent, avec cette figure. Mais bien évidemment, il y a un vocabulaire symbolique qui lui est associé pour parler des ensembles et de l'appartenance et de l'inclusion. Et ce langage symbolique, vous le trouvez ici. Alors pour désigner un ensemble, on utilise les accolades. Donc quand on a des accolades, ça se lit ou ça se dit ensemble de ou ensemble constitué de. Le symbole de l'appartenance, c'est ce E un peu arrondi, qui se lit appartient à ou est élément de. Et enfin, ce C, qui est le symbole de l'inclusion, se lit includant ou est sous-ensemble de.
Alors ici, j'ai mis quelques exemples reliés à la figure. Vous avez par exemple le fait que x appartient à E, donc ça s'écrit avec ce petit E arrondi. Pour les deux derniers exemples, j'ai mis x entre accolades. Et ici, ça veut dire que x n'est plus un élément, c'est un ensemble écrit entre accolades, donc c'est l'ensemble constitué de x, si je lis ça littéralement, et cet ensemble est un sous-ensemble de E, bien évidemment. Enfin, le dernier exemple, c'est le fait que f n'appartient pas à E, et ça tient au fait que f n'est pas un élément, mais c'est un ensemble. Et comme on l'a dit avant, c'est la relation d'inclusion qui doit être utilisée lorsqu'on parle de relation entre ensembles en général. Alors un ensemble peut être décrit par ses éléments en liste, comme ici l'ensemble E, qui est constitué des éléments x, y et z, et ça s'écrit simplement par cette écriture-là en maths, ici. En dessous, vous avez aussi l'écriture sans la référence au nom, donc E. Ici, ça voudrait simplement dire ensemble constitué de x, y et z. Alors, en général, c'est pas toujours possible, voire même souhaitable, de caractériser un ensemble par une liste. Mais on peut aussi caractériser un ensemble par une propriété, comme on va le voir dans les slides suivants, où on va parler des ensembles numériques. Alors ces ensembles numériques, vous les connaissez certainement déjà tous. Il y a l'ensemble des entiers naturels, la liste donc, qui commence par 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous remarquez justement, encore une fois, ces accolades qui désignent le fait qu'on a un ensemble ici. L'ensemble des entiers naturels s'écrit N. Il y a l'ensemble des entiers relatifs, donc c'est un ensemble qui contient les entiers naturels, mais qui possède aussi les entiers négatifs. Remarquez encore ici les accolades. Vous avez ensuite l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble des fractions qui contient l'ensemble z et l'ensemble n. Et vous remarquerez que bien qu'il y ait les accolades qui désignent le fait qu'on parle d'un ensemble, ce qui est à l'intérieur de l'accolade est relativement mystérieux quand on n'a pas l'habitude de ces écritures-là. On va y revenir au slide suivant. Mais avant ça, je vais juste conclure avec l'ensemble des nombres réels. Et vous remarquerez que là, c'est carrément une phrase que j'ai écrite à l'intérieur. Donc j'ai mis les accolades et j'ai simplement écrit tous les nombres à virgule. Ce qui n'est pas une formulation très mathématique. Et j'ai mis en dessous la faute à Cantor. Alors bon, il y a un lien ici, vous pouvez aller voir une vidéo. Cantor est un, ou voire le fondateur de la théorie des ensembles modernes, on lui doit énormément. Dans la vidéo que j'ai mis en lien ici, vous verrez que Cantor a réussi à démontrer quelque chose d'absolument incroyable, qu'il avait même d'ailleurs lui-même de la peine à croire, et ses contemporains aussi ont bien eu du mal et ont bien mis du temps à comprendre ça. Pour le dire très rapidement, il a réussi à démontrer que il y avait des tailles d'infini différentes. Alors voilà, je vous laisse avec ça et je vous laisse aller découvrir cette vidéo assez amusante. Et moi j'en reste là. Alors, je vais revenir à l'écriture de l'ensemble des nombres rationnels, un peu mystérieuse, et je vais la décortiquer. Cette notation peut être un peu lourde quand on n'est pas habitué, eh bien on peut la décortiquer pas à pas, et chaque symbole a un sens précis, et on peut transformer cette phrase mathématique en une phrase en français, qui serait peut-être longue, mais
C'est peut-être d'ailleurs ça l'avantage de ce langage mathématique qui permet de rendre très concis des choses qu'on mettrait beaucoup de temps à écrire en français. Alors bien évidemment, du coup, le seul désavantage entre guillemets, c'est qu'il faut prendre le temps de l'apprendre. Donc apprenez-le. Alors si on en revient aux ensembles numériques de tout à l'heure, n, z, q et r, on a clairement les inclusions suivantes. N est inclus dans z, z est inclus dans q et q est inclus dans r. Et ces inclusions sont strictes, c'est-à-dire que, par exemple, -1 n'appartient pas à n, mais il appartient à z. Alors, en dessous, j'ai encore mis quelque chose, c'est que ces relations impliquent des relations entre ensembles. Vous remarquez que la seule chose que j'ai changée par rapport à ce qui est au-dessus, c'est que j'ai mis des accolades autour des nombres. Du coup, ces nombres ne sont plus des nombres, mais désignent des ensembles à un élément. Vous avez par exemple l'ensemble contenant -1 n'est pas un sous-ensemble de n, mais c'est un sous-ensemble de z. Et la même chose va pour les trois autres exemples. Donc j'insiste vraiment sur cette distinction en écriture qui, je pense, n'implique rien d'autre que du vocabulaire, mais avec lequel il faut faire très attention si on veut être précis et rigoureux quand on écrit des maths en général. Alors, nous allons principalement travailler avec l'ensemble des nombres réels, R donc, et ces sous-ensembles. Des sous-ensembles qu'on va beaucoup utiliser pour la suite du cours, ce sont des intervalles. Alors, on en distingue trois sortes, les intervalles fermés, les intervalles ouverts et les intervalles semi-ouverts. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un bout de R, en gros. Donc, quand l'intervalle est fermé, au fond, on désigne deux nombres A et B, qui peuvent être n'importe quoi, peut-être 4 et 5. Et l'intervalle 4, 5, si A égale à 4 et B égale à 5, eh bien c'est l'ensemble de tous les nombres réels compris entre 4 et 5. 4 et 5 étant compris dans cet ensemble. Même chose pour l'intervalle ouvert 4, 5, disons, à l'exception que ici 4 et 5 ne sont pas des éléments de l'intervalle ouvert. Et enfin, les intervalles semi-ouverts, eh bien simplement, on ouvre d'un côté et on ferme de l'autre. Alors, ces intervalles-là, vu qu'on a pris A et B comme étant des nombres réels donnés, fixés, eh bien ces intervalles-là sont tous bornés. Ils n'explosent pas, en gros. Et une définition qui est importante à retenir, c'est la définition d'un ensemble compact. Ce sera utile quand on énoncera certains théorèmes. Un ensemble compact, c'est un ensemble qui est fermé et borné. Alors là, en l'occurrence, c'est un intervalle fermé, par exemple. Alors, il y a aussi des ensembles, des sous-ensembles, pardon, de R qui sont des intervalles, mais qui sont, eux, non bornés. Et on en distingue deux. Alors, c'est les intervalles non bornés à droite ou à gauche. Et alors, dans l'écriture, ça fait intervenir le symbole de l'infini, qui est ce 8 couché. Et alors, si on prend par exemple l'intervalle non borné à droite, A ici désigne toujours un nombre réel donné, peut-être 4, disons. Et l'intervalle 4 à infini, ce sera l'intervalle de tous les nombres réels, plus grand ou égal à 4, 4 étant compris dedans si je prends le premier intervalle que j'ai écrit. Pour le deuxième, ce sera l'ensemble de tous les nombres réels strictement plus grands que 4. Alors on peut faire de même à gauche, et on aura alors aussi l'ensemble des nombres plus petits ou égal à 4, ou l'ensemble des nombres strictement plus petits que 4. Alors un peu de notation, ici il y a l'ensemble R étoile qui est l'ensemble
de tous les nombres réels sauf 0. Alors notez bien ici cette barre oblique qui est le symbole de l'exclusion. Au fond, on enlève à R l'ensemble qui contient 0. Donc en gros, R étoile, c'est l'ensemble de tous les nombres sauf 0. Je l'ai aussi écrit en réunion de deux intervalles ouverts. C'est l'union de l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0, 0 pas compris, avec l'intervalle 0 plus l'infini, 0 pas compris. Alors, de même, on peut aussi créer de nouveaux ensembles, de nouvelles écritures qui sont assez usuelles. Je ne les utiliserai pas forcément tout le temps, mais c'est bien de les voir. Alors ici, j'ai tout fait avec R, mais on peut faire de même avec N, Z et Q. Là, j'ai simplement écrit N étoile, Z étoile et Q étoile. Alors, pour désigner ces ensembles numériques, vous voyez que j'ai fait appel à l'infini au fond, ce 8 couché, et il me sert à décrire des nombres réels, des sous-ensembles en fait de l'ensemble des nombres réels. Alors on pourrait se demander si l'infini est un nombre réel lui aussi. C'est une question tout à fait légitime. Alors je vous le dis tout de suite, l'infini n'est pas un nombre réel. Autrement dit, on ne peut pas écrire que l'infini appartient à R. D'ailleurs, on écrit plutôt l'infini n'appartient pas à R. Alors pourquoi ne pas considérer l'infini comme un nombre peut-être un peu spécial, mais pourquoi ne pas le considérer comme un nombre lui aussi? Alors on peut donner un premier argument peut-être, on pourrait dire que eh bien, si on ajoute 1 à l'infini, eh bien, on a toujours l'infini, et on aimerait bien avoir une propriété, la propriété suivante pour tous les nombres réels, ce serait que à chaque fois que je prends un nombre réel, eh bien, quand je lui ajoute 1, eh bien, j'obtiens quelque chose de plus grand, ce qui n'est pas le cas pour l'infini. Alors, je fais une petite aparté pour introduire un peu de vocabulaire, encore une fois. Ici, j'ai écrit pour tout x appartenant à R, x plus 1 strictement plus grand que x. Alors, en maths, on utilise ce qu'on appelle des quantificateurs pour dire pour tout, c'est ce A inversé. Et on utilise aussi un quantificateur qui est le quantificateur d'existence, ce E à l'envers, qui se lit ou se dit il existe. Alors, revenons à notre question, pourquoi l'infini n'est pas un nombre réel? Alors, donc on a dit, on aimerait bien avoir la propriété que à chaque fois qu'on ajoute à un nombre 1, eh bien, on obtient quelque chose de plus grand, mais après tout, on pourrait dire que l'infini serait le seul nombre qui ne vérifie pas cette propriété, mais que ça ne justifierait finalement pas le fait qu'on lui refuse le titre de nombre. Pourquoi pas après tout? Certains nombres ont un statut spécial, comme 0 par exemple, qui n'a pas le droit d'être au dénominateur d'une fraction par exemple. Alors, au fond, cette question de est-ce que l'infini peut être un nombre réel ou pas, on peut l'étendre à quelque chose de plus général. On peut se poser la question est-ce qu'une expression arithmétique en général peut être ou correspond à un nombre réel? Alors ce que j'appelle une expression arithmétique, c'est simplement une expression qui implique des nombres réels et des opérations élémentaires comme des additions, des soustractions par exemple. Alors ici, on a une expression arithmétique. Alors elle a la particularité d'être infinie. Et on pourrait se demander, est-ce que cette expression correspond à un nombre réel? Alors, si on arrête cette sommation à un endroit pair, donc juste après une soustraction, on devrait obtenir 0. Si on s'arrête par contre à un endroit impair, donc juste après une addition, on obtient 1.
Mais qu'est-ce qu'on obtient à l'infini? Est-ce qu'on arrive à déterminer une valeur pour ça? Alors, on ne peut pas donner de valeur à cette expression-là. On ne peut pas écrire que cette expression est égale à un certain x qui appartient à R, car si on le faisait, on pourrait arriver à la conclusion que cette expression est égale à une demi. Et c'est d'ailleurs un exercice que je vous demande de faire dans la série d'exercices cette semaine. En supposant que cette expression est égale à un nombre qu'on va désigner par x, montrer que ce nombre x est égal à une demi. Alors vous pourriez rétorquer qu'au final, pourquoi pas attribuer à cette expression la valeur de une demi, puisque, comme je l'ai dit avant, cette sommation oscille entre 0 et 1, et pourquoi pas penser qu'à l'infini, elle corresponde à la moyenne de 0 et 1, c'est-à-dire une demi. Alors, ça pourrait encore être raisonnable. Le fait est que malheureusement, à l'aide de la première sommation, on arrivera à démontrer que cette deuxième sommation non seulement n'est pas égale à l'infini, comme ça devrait être le cas, mais en plus elle est égale à quelque chose qui est plus petit que toutes les valeurs qui impliquent cette somme, c'est-à-dire plus petite que 1, mais encore pire que ça, cette somme donne un résultat négatif. Moins 1 sur 12. Alors là il faut quand même avouer qu'il y a un problème. Mais je vous garantis, et je l'ai d'ailleurs mis en lien, vous pouvez cliquer sur moins 1 sur 12, vous verrez une vidéo qui démontre que cette somme est bien égale à moins 1 sur 12. Alors démontrer entre guillemets, je vous ai donné l'argument qui contredit cette démonstration. L'argument qui contredit cette démonstration, c'est que les expressions arithmétiques, en général, ne sont pas toutes en correspondance avec des nombres réels. C'est ça le truc qui n'est pas dit dans cette vidéo. Donc, faites bien attention, dans cette vidéo, on ne vous explique pas pourquoi ce résultat est contradictoire. Alors, voilà, ceci démontre vraiment, à mon sens, le fait qu'il faut être extrêmement prudent en fait avec ces concepts, notamment le concept de l'infini. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer des paradoxes à tous les cours, mais c'est simplement pour vous rendre attentif au fait que certaines définitions qui peuvent paraître un peu austères en mathématiques ont leur raison d'être et elles permettent de garantir que les résultats qui sont issus de ces définitions et des théorèmes issus de ces définitions sont rigoureusement non contradictoires. Alors, on verra ça dans les prochaines semaines. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.